Salut les amis, vous regardez ou vous écoutez le format Microphone. Microphone c'est quoi? C'est une saison, 10 invités, 10 personnalités différentes qui sont rassemblées par un objet, le micro. Ces 10 créatifs auront à cœur de partager leur vie, leurs rêves, leurs galères. On va essayer de comprendre pourquoi et comment ils en sont arrivés à parler dans un micro. Passez un bon épisode. Épisode 9 les amis, bienvenue dans Microphone. Trop content d'être encore avec vous. Aujourd'hui on reçoit une nouvelle invitée super, une comédienne de doublage hyper reconnue. J'ai hâte de vous la présenter, voici Kelly Marot. Bonjour à tous. Salut Kelly. Salut. Merci d'être là. Merci à toi. On a trop de chance de t'avoir. Ah, c'est gentil. Pour commencer les épisodes, à chaque fois, c'est toujours la même question. Je demande aux invités de se présenter. Qu'est-ce que tu peux jouer cet exercice, s'il te plaît? Alors, bien sûr. Donc, voilà, je suis comédienne. J'ai commencé à l'âge de 5 ans par tourner avec Colline Serrault dans La Crise et le doublage à 6 ans, le chant à 6 ans et jusqu'à maintenant. Donc, voilà, j'ai eu la chance de participer à des gros projets. Ouais, on va en reparler. Tu peux en citer 2-3 si tu en as sous la main. Allez, comme Harry Potter, Mimi Géniard, Nami dans One Piece, Jennifer Lawrence dans Hunger Games et tous ces films. Et Florence Pugh, enfin voilà, il y en a plein. La liste est longue. Ouais, la liste est très longue. Voilà. C'est fou d'ailleurs quand on va sur Internet et qu'on regarde une filmographie de doublage, je sais pas comment on appelle ça, tes références de doublage, c'est fou le nombre de doigts de scroll qu'on doit faire pour aller au bout des acteurs, c'est complètement dingue. C'est comment on arrive à des rôles comme ça, à des rôles comme Jennifer Lawrence, comme... je suis née dedans, en fait. Et je suis née dedans, donc en fait, c'est quand on est enfant, on apprend et en s'amusant. Donc on n'a pas vraiment le rapport comme un adulte que ce soit la peur ou le jugement de l'autre. Donc en fait j'ai vraiment appris en m'amusant. Donc j'avais pas le trac, pour moi jouer c'était un jeu. Ouais, l'essence même du métier de comédien d'ailleurs. Exactement. À la base on fait du jeu. Exactement. Et toi, tu dis que tu as commencé là-dedans toute petite. Comment tu as pu arriver à 6 ans Alors, comment c'est arrivé? J'étais en tournage. En fait, c'est ma sœur qui était... donc, mon frère et ma sœur sont comédiens. Et à l'époque, c'était ma sœur qui était sur un film avec Jean-Pierre Dora. Et à l'époque, ça se faisait beaucoup que les femmes jouent des enfants. Ouais. Bon, ça se fait toujours d'ailleurs. Ça se fait toujours. Mais là, c'était à l'époque vraiment courant. Et là, pour le coup, le client ne voulait pas de femmes en fait pour jouer des voix d'enfants. Il voulait de vrais enfants. Okay. Et j'étais en tournage et au détour d'une conversation, ils en avaient parlé ensemble. Et Jean-Pierre a dit à Sarah, tiens, je sais que ta petite sœur elle est en tournage, justement, comme on a besoin de voix d'enfant, est-ce qu'elle accepterait de passer les essais sur le rôle? Et elle lui avait répondu, écoute, tu prends ton téléphone, tu l'appelles et tu lui demandes. Mais t'avais 6 ans, t'avais pas de téléphone à l'époque? C'était les... Voilà. Appelle chez toi, ouais. Ouais, et donc il m'avait appelé. Et il m'avait demandé si je voulais passer le casting. Et forcément, j'avais dit oui, je voulais. Parce que quand j'étais petite et que mon frère et ma sœur jouaient au théâtre, j'apprenais leurs textes. J'essayais d'apprendre, en fait, et de connaître leurs textes avant eux. Donc j'essayais vraiment de les surpasser, d'essayer de faire comme eux. Non, moi j'étais la plus petite, donc j'ai 10 ans et 14 ans d'écart. Okay. Donc c'est beaucoup. Donc moi j'essayais vraiment d'être à leur niveau, quoi. J'essayais en étant plus petite. Donc quand on m'a proposé ça, je veux faire comme eux. Donc voilà. Mais comment ça se passe une séance de doublage quand on a 6 ans? Alors, je ne savais pas encore bien lire, parce que quand on a 6 ans, justement, on me lisait les phrases et on me tapait sur l'épaule pour démarrer. Ok. Donc, c'est-à-dire que la bande rythme, normalement, il y a le texte qui défile. Exactement. Normalement, on doit lire en place. Toi, tu ne savais pas lire. Donc, le texte défilait, mais tu ne savais pas quand fallait commencer ce qu'il fallait dire. Donc, quelqu'un te disait... Voilà, quand le texte passait sur la barre, là, on me tapait sur l'épaule et donc on me disait ma phrase avant.
Et on me tapait sur l'épaule pour que je démarre. Et après, le jeu se faisait naturellement. Ouais. Mais et voilà. C'était très instinctif à l'époque, j'imagine, dans le jeu. Oui, voilà. C'était voilà, juste on me lisait les phrases et je démarrais. Et puis voilà. Et après j'ai su lire assez rapidement quand même. Ouais, t'as dû aller plus vite que les autres à l'école pour lire. Ah bah oui, avec le texte qui défile rapidement et tout. Ouais. Quand on envoie toute la journée, après... ouais. Donc, et voilà. Donc ça s'est enchaîné assez naturellement comme ça? Comment Ben oui, tous les projets. T'as commencé par cette séance-là et après on t'a rappelé? Oui, c'est ça, en fait, ça fait boule de neige. Et du coup, on m'a rappelé sur d'autres projets et d'autres. Et voilà, ça fait vraiment... ça fait boule de neige. Et on m'a très vite confié... en fait, déjà, le rôle, c'était déjà un rôle important. Okay. Déjà sur le tout premier. Et c'était un film cinéma. Et voilà, et en fait, on m'a confié très vite de gros rôles, en fait. Donc, j'ai débarqué, voilà, on m'a poussé dans le bain, en fait, très vite. Donc j'ai appris, en fait, très rapidement, puisque quand c'est pas que quelques phrases par-ci par-là, du coup, quand t'attaques déjà des gros rôles, du coup, voilà. C'est vrai que normalement, en tout cas aujourd'hui, pour commencer en doublage, on commence par les petits rôles et ambiances. Exactement. C'est-à-dire le gars qui sert au deuxième plan et qui faut refaire les conversations des gens derrière pour qu'il y ait une ambiance française et une version française. C'est vrai que pour débuter, c'est des petites phrases par-ci par-là, tu connais pas le personnage, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que c'est les meilleures dispositions pour commencer, c'est ce que tu as fait, j'imagine. Et après, comment tu arrives sur des rôles comme dans Harry Potter ou comment tu arrives sur Harry Potter? Je me baladais dans un conduit bouché l'autre jour et je jurais avoir vu quelques gouttes de polynectar. Tu n'as pas recommencé à faire des bêtises, Harry? Harry Potter, j'avais déjà pas mal d'années. Doublage, quand même déjà. Et en fait, c'est Jenny Gérard qui m'avait proposé le rôle, avec qui j'avais déjà travaillé pas mal de fois depuis l'âge en fait de 6 ans. Donc j'ai fait beaucoup de projets avec elle. Et je me souviens qu'elle m'avait appelée et elle m'avait dit, voilà, c'était sur le 2, donc pas sur le premier. Elle m'a dit, voilà, je vois que toi sur le rôle parce que il est compliqué, parce qu'il part dans les aigus, en même temps, voilà, il faut moduler et il n'y a pas eu d'essai. En fait. Ok, c'était toi directement. Et voilà. Et elle m'a dit, voilà, il est un peu complexe à jouer parce que, voilà, et c'est pas une petite fille qui l'a joué, puisque c'était pas une petite fille à l'époque qui jouait Mimi Géniard. Je savais pas. Oui, c'est vrai qu'elle fait jeune, mais... Elle fait jeune, mais c'est... Voilà, en plus, comme elle est fantôme, il y a un peu les trucages et tout, donc ça se voit pas. Mais c'était pas une petite fille, donc elle avait déjà un jeu aussi, voilà, peut-être un peu plus mature. Et les effets qu'elle fait, du rire, les modulations de la voix, en fait, c'était... voilà, ça a été assez compliqué. Donc comme elle me connaissait bien, elle m'a dit, voilà, je pense que ça pourrait être pas mal. C'est un rire qui a hanté une génération entière, la voix de Mimi Géniard. On a fait phrase par phrase. Ouais. Phrase par phrase pour vraiment coller un maximum à ce qui avait été fait en original. Donc il y a eu quand même on a vraiment peaufiné, on a fait un gros travail là-dessus pour que ce soit au mieux. Voilà. Ça doit être fou de se dire que tu as participé à Harry Potter quand même. En fait, on n'a pas. Je me souviens que j'étais allée, on avait été invité à l'avant-première. Et en fait, à l'époque, on s'imaginait pas du tout. Parce que le 1 a suivi, le 2 a suivi le 1 de très près. Ouais, ils étaient très rapprochés. C'était très rapproché. Et en fait, ça a fonctionné, mais c'était pas l'ampleur qu'il y a aujourd'hui. Et donc, on s'imaginait pas en fait que ça allait rester sur... parce que c'est il y a combien d'années maintenant? Ça fait un petit bout de temps. Ça fait un bout de temps. Ouais. Et on pensait pas que ça allait devenir aussi... aussi énorme. Aussi énorme, ouais. Donc à l'époque, c'était un peu innocent. Oui, c'est ça. Le film était vraiment... c'était magnifique. On voyait que c'était vraiment... c'était très beau, mais on n'imaginait pas en fait l'ampleur que ça allait prendre quand même. Ouais, alors que par exemple, tu as fait Sansa Stark dans Game of Thrones. Je fais serment que vous aurez toujours une place dans ma demeure. Jamais ne vous demanderai un service qui puisse vous infliger un déshonneur. Je le jure par les anciens dieux et les nouveaux.
À l'époque, c'était pareil, même au début, peut-être on ne savait pas en France. Mais après, on savait. Après, on savait pour la suite. Ah oui, voilà, pour la suite. En tout cas, quand tu as commencé Sansa Stark, tu l'as fait dès le début? Je l'ai fait dès le début, et elle n'avait pas grand-chose. Donc, elle parle pas beaucoup. Non, il y a même, je crois, il y a même une saison où je ne suis pas intervenue du tout. Ah oui, juste on la voit à l'image, mais on la voit, elle parle pas, et donc du coup tout ce qui est sans mots, tout était dans les optionnels. Ouais. Donc du coup j'avais pas besoin de venir quoi. Ok, donc, mais voilà. après elle a quand même des grandes scènes dans Game of Thrones qui sont oui, mythiques, après il y a eu plein de saisons, donc il y a des voilà, mais je sais qu'il y a une session où j'étais pas venue parce que voilà, on la voyait, mais elle parlait pas, il y avait pas de mots, donc j'ai pas besoin de d'intervenir, voilà. Et en termes de confidentialité, comment ça se passe Game of Thrones? Ça doit être, en tout cas à l'époque, ça devait être fou pour les dernières saisons. Surtout la dernière saison, on n'avait pas le droit de dire du tout, parce qu'on savait avant qui montait sur le trône et c'était quand même la grande question. Et non, bien sûr. Et puis de toute façon, sur tous les films, on signe des clauses de confidentialité comme ça. Non, on n'a vraiment pas le droit de dire même un indice ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment. Là, ça devait être un sacré secret à garder. Ouais. Mais surtout que les studios, donc on peut en parler, vraiment les studios sont très protégés. On a le QR code, il y a les portiques avant, après il y a le QR code pour rentrer. Et sur certains studios, du coup, cinéma, on a la reconnaissance rétinienne. Donc aussi, c'est quand même. C'est fou, quoi. Ah oui, tu peux pas rentrer si t'es pas invité, quoi. Non, voilà. C'est comme dans les fictions, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est fascinant. Et comment t'arrives il y a aussi la voix de Jennifer Lawrence, qui est quand même une actrice dingue. Je pense que quand les gens citent une actrice connue américaine, en ce moment, ça doit être Jennifer Lawrence. Comment t'es arrivée à devenir sa voix française? Alors, c'est Daniel Perret. Moi, j'adore ses castings. Parce que c'est Daniel Perret qui m'a proposé les essais pour Hunger Games. Sur ce rôle, et en fait elle m'en a vraiment donné 2 où Florence Pugh aussi, c'est grâce à Daniel, et en fait elle arrive vraiment à, et si je me trompe pas, Margot Robbie, je crois que pour Dorothée c'est Daniel aussi. Et mais elle arrive vraiment, je trouve que ses castings ils sont vraiment incroyables, elle arrive vraiment à cibler. Et voilà, donc elle m'a proposé de passer les essais, et j'ai été choisie, et c'est vrai qu'il y a certaines comédiennes que je vais doubler, comme par exemple Jennifer Lawrence, où il y a vraiment une connexion. Si vous pensez, ne serait-ce qu'une seconde, que le Capitole nous traitera avec équité, vous êtes en train de vous leurrer. Parce que nous savons qui ils sont et ce qu'ils font. Ça, c'est ce qu'ils font. Alors nous devons nous battre. Où en fait c'est une évidence, où je comprends ce qu'elle joue. Et d'autres, beaucoup moins. Ou d'autres où c'est comme Sophie Turner par exemple, où je vais avoir un temps en fait avant de vraiment arriver à rentrer dans le personnage, à avoir son rythme, parce qu'elle a un très fort accent anglais en plus. Donc du coup, pas le même débit que le mien, donc du coup, il faut que je me freine parfois parce qu'elle a un débit un peu plus lent et une autre façon de jouer. Donc il faut vraiment, j'ai un temps en fait d'adaptation avant de comprendre ce qu'elle joue et de vraiment casser ce que je joue d'habitude. Et donc voilà, donc elles sont vraiment très très différentes. Mais en énergie, c'est vrai que Jennifer Lawrence, c'est vraiment, c'est pas la même ça connexion. fonctionne quoi. Ouais. C'est-à-dire que t'es vraiment dans ses baskets quoi. Tu captes avec son regard. Jean-Pierre Michael disait la même chose de Brad Pitt. Il disait qu'il captait exactement son jeu et que ça lui avait appris aussi plein de choses sur son jeu à lui. De le regarder et de se dire ok, mais en fait je comprends ce qu'il fait, je sais pourquoi il fait ça, pourquoi il va là. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est vrai que le doublage là-dessus c'est quand même une corde du métier de comédien qui est assez fascinant, c'est que tu dois être dans les baskets de gens qui ne se ressemblent pas et qui ne te ressemblent pas. Exactement, c'est ce qui est difficile. C'est ce qui est super dur, ouais. C'est d'analyser le jeu, l'interprétation de l'acteur et ensuite de se l'approprier. Et voilà. Puis c'est dur, en fait ça prouve aussi que c'est des vrais comédiens qui font ce métier-là et que c'est pas... les gens parfois disent doubleur ou ont un manque de considération peut-être pour la VF de temps en temps. Et en fait on se rend compte que c'est très difficile de faire ce que tu fais et ce que font les grands comédiens de doublage, quoi. C'est fascinant. Et justement, en parlant de ça, et aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle qui peut potentiellement mettre en péril le métier de comédien, de doublage, mais 1000 autres métiers dans la culture et dans le monde. Qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle en ce moment
En fait, je m'étonne qu'on ne légifère pas rapidement, surtout qu'on laisse installer les choses, en fait, parce que c'est comme un peu avec l'arrivée d'Internet, c'est-à-dire qu'on peut tout faire et c'est pas cadré. Et je trouve que c'est dangereux que ça le soit pas, et je comprends pas pourquoi. Qu'il n'y ait pas des dispositions en fait de prise maintenant et qu'on laisse installer les choses, et on sait très bien pour faire machine arrière c'est compliqué. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant et justement se dépêcher de cadrer les choses pour pas que ce soit dans un mauvais but. Donc voilà. Ouais, complètement. Après il y a l'association des voix et tous les syndicats, et la pétition Touche pas à ma VF qui est très active pour essayer de justement parler du doublage, sensibiliser. Oui, c'est ça. Voilà, en tout cas, il y a un vrai mouvement qui s'est créé là-dessus. C'est vrai que pour le moment, il n'y a pas de résultat immense, ni de réponse du ministère, ni quoi que ce soit en France, ni à l'étranger, de ce que je vois. Non, malheureusement, ça bouge pas. Enfin, j'ai pas l'impression que, à moins que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que ça bouge énormément. Et il n'y a pas que pour nous, c'est vraiment, c'est pour beaucoup de métiers, et pas que, en fait, même tout ce qui est images. Je vois que j'ai même chose sur Insta, j'ai bloqué les comme quoi on ne peut pas reprendre les photos. Enfin, je trouve que il n'y a pas que pour nous, quoi. Non, il y a 1000 métiers. Oui, voilà, et que ce soit les photos, la voix, enfin, c'est-à-dire que nous, ça peut être repris, mais comme n'importe qui, en fait. Exactement. Et c'est ce qui est dangereux, que ce soit pour nous ou pour quelqu'un d'autre. Donc il faut que ce soit, faut vraiment que ce soit cadré, parce qu'il n'y a pas que pour notre métier. Bien sûr. Donc, surtout que toute l'intelligence artificielle au niveau de la voix est basée sur du vol de données. Oui. Et c'est de la propriété intellectuelle, ta voix t'appartient, et c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit normalement de prendre ce que tu as fait sur Jennifer Lawrence et d'essayer de le remanier, de prendre syllabe par syllabe pour essayer de reconstituer des mots. Tout est basé sur du vol, et c'est illégal. C'est un truc aussi, il faut s'en rendre compte. Oui, ça aussi, et puis c'est dangereux. Je trouve que même pour quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui a ses enfants, je sais pas, sur les réseaux, ou pas forcément, ou sa propre personne, ça peut être aussi pour eux, il peut y avoir aussi... bien sûr. Donc en fait, il faut vraiment bouger. Faut que tout le monde en fait s'y mette, parce que c'est dangereux. C'est ça, il faudrait que Rachida Dati réponde si elle voit le message. Exactement. Rachida, faut répondre là. On en a marre. Non, mais c'est vrai, ça pourrait être aussi interdire le fait que les films sortent au cinéma en France s'ils ont été doublés par une intelligence artificielle. Ça pourrait être plein de choses, j'imagine. Oui, ça peut être plein de choses, exactement. Ça peut être plein de solutions qui pourraient essayer de cadrer. Après, il faut justement en discuter, et qu'on pour y parvenir, il faudrait que le ministère nous y invite. Ouais, c'est ça. Bon, on croise les doigts et on donne de la force, et on peut toujours signer la pétition qu'on remettra dans le lien. Il y a un peu plus de 200 000 signatures quand même, c'est... Sur Touche pas ma VF. Énorme, sur Touche pas ma VF, et il y a une super vidéo qui a été faite par plein de comédiens iconiques, qui a tellement marché, je l'ai vu partout, tout le monde l'a repartagé, il y a plus de 20 millions de vues. Il y a un vrai message, il y a un vrai mouvement, les gens plébiscitent la VF. Ouais, il y a je crois 80% des gens en France qui regardent de la VF, donc c'est énorme, quoi. Ouais. C'est génial. Bon, nous on a encore bon espoir, et on espère que les jeunes comédiens vont continuer à se lancer dans le doublage. Oui, pour ça, tu as créé avec Dorothée une école de doublage, Dub School. Est-ce que tu peux nous en parler de Dub School? Oui, donc justement, Dub School a été créé pour les jeunes comédiens. Comme moi. Exactement. Donc pour vraiment ouvrir les portes justement de ce beau métier, et faire connaître ce métier, et apprendre les techniques qui sont vraiment différentes du tournage ou autre, parce que l'univers de la voix, c'est quand même assez vaste. On a le doublage, on a la publicité, on a le jeu vidéo, on a le livre audio, voice-over, c'est des techniques différentes. Et le doublage, c'est vraiment... c'est vrai, au niveau de la technique, ça a vraiment sa propre technique.
Et ça s'apprend en formation. Voilà. Bah, c'est hyper difficile. Bah, on peut inviter les gens à tester sur des bandes rythmo sur YouTube pour se rendre compte que c'est un exercice qui est vraiment pas facile. Ouais. Et même si ça a l'air simple, tu te dis je lis, je joue l'intention, en fait, c'est pas du tout la réalité de la chose. Non, voilà. Il faut se former au métier. Ouais. Parce qu'il n'y a pas que la lecture de la bande rythmo. Bon, c'est bien quand on y arrive, mais sauf qu'il y a aussi reproduire le jeu de l'acteur, ce qu'il a joué. C'est-à-dire qu'il a été dirigé par les réalisateurs, il y a une direction derrière. Donc il faut vraiment l'analyser, décrypter le jeu et essayer de retransmettre les émotions que l'acteur a joué avant nous. Et pourquoi avoir créé une école alors ? À quel moment ça vous est venu de se dire on va créer notre propre truc, alors qu'il y a des formations qui existent à Paris depuis longtemps ? Alors, justement, comme on avait plus de 30 ans d'expérience avec Dorothée, il y a un moment où on a envie en fait de la passation, en fait, de passer, de former aussi, c'est-à-dire que de former comme nous on a été formés petites avec les anciens. Et de bien former, c'est-à-dire que sans comme on est justement de l'ancienne génération, on entendait tous les tics un peu de synchro, des nouveaux qu'on peut pas forcément c'est difficile en plateau en fait de le dire quoi. Quand on voit des nouveaux arriver, et justement Dub School c'était vraiment là pour ça, pour dire non ça faut pas, ça va pas parce que ça fait doublage, ou ça pour vraiment recadrer aussi au niveau du jeu, de l'interprétation et plein de choses, et apprendre vraiment apprendre le métier comme les comédiens comme il se fait aujourd'hui en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a une époque où le doublage était très catégorisé. Enfin, il y avait des voix de doublage. Il y avait une intention de doublage qui, aujourd'hui, n'existe quasi plus en plateau, sauf sur les mauvais plateaux, j'imagine. Mais c'est vrai que le doublage a changé. Je ne sais pas si tu as dû ressentir ça au fur et à mesure des années. Mais... Et c'est ce qu'on veut préserver. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté Dub School, et puis aussi pour passer notre expérience, notre bagage, et voilà. Et ça va, vous êtes content des résultats alors depuis, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que... Oui, on est très contente. On est très contente des retours. C'est un très gros travail, mais voilà, on est contente parce que beaucoup de personnes retravaillent après la formation, et pour nous c'est nos poulains, donc on est aussi contente qu'eux dès qu'on sait que ça y est, ça démarre pour eux et tout. Nous on est trop contente parce que c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on le fait quoi. Ouais, bien sûr. C'est vraiment pour former la prochaine génération, puisque nous ça y est, on glisse dans les anciens. Vous glissez dans les anciens, mais vous restez quand même très active. Non, mais c'est vrai que c'est super dur quand tu es un jeune comédien et que tu as envie de faire du doublage dans la palette de comédiens. C'est un milieu qui est compliqué, c'est compliqué d'y rentrer. En tout cas, extérieurement, ça ressemble à un cercle fermé par lequel on ne sait pas trop comment s'y prendre aujourd'hui. Comme les studios sont fermés, comme tu l'as dit, c'est difficile d'aller prospecter parce qu'on ne peut plus te faire rentrer en studio pour voir, pour faire des essais. C'est vrai qu'aujourd'hui, les formations, c'est une bonne solution pour montrer ce que tu sais faire et rencontrer les DA, quoi. Exactement, c'est ça. C'est vraiment les stages, parce que c'est vrai que c'est compliqué de donner un rôle à quelqu'un quand tu ne l'as pas testé. C'est-à-dire que quand tu sais pas s'il est rapide, tu sais pas s'il joue bien, tu sais pas. Là, en fait, les démos, ça veut rien dire parce que ça peut être fait en 20 fois, 30 fois, enfin, on n'en sait rien. Donc c'est vrai que si on n'a pas testé, c'est compliqué surtout avec les rythmes chargés qu'on a en plateau. Donc c'est vrai que c'est aussi un moyen de rencontrer de nouveaux talents. Et oui, en tout cas, ça marche plutôt bien parce que j'ai fait Dub School personnellement. Tous les gens qui étaient dans ma semaine chez Dub School travaillent aussi, et c'est cool de se dire que ça peut quand même justement ouvrir une petite porte et se dire je mets un pied dedans et j'essaie d'y aller, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un milieu où tout le monde se connaît aussi. Moi, je trouve que c'est assez caractéristique. Quand tu vas en studio, tout le monde se connaît. Et c'est extérieurement, quand toi, tu connais personne au début, c'est compliqué de se dire mais comment je vais faire pour nouer des liens avec ces gens-là. C'est beaucoup de réseaux, beaucoup d'humains. En fait, c'est un vrai métier d'humain, justement, et c'est valorisant, je trouve, pour le secteur, et pour aussi anti-IA, se dire que c'est un métier avec plein d'humains qui travaillent avec des humains pour les humains. Exactement, oui. C'est ce qu'on essaie vraiment de préserver, que ce soit après... on verra ce que ça donne. On croise les doigts pour la suite. Exactement. Et on voit, dans ta filmographie longue de doublage, tu fais aussi beaucoup de dessins animés. En fait, tu arrives vachement à moduler ta voix et c'est assez impressionnant. Tu fais Marine dans les Sisters, entre autres. Exactement. Je trouve que
ta différence de voix entre Jennifer Lawrence et Marine dans les Sisters est ça n'a rien à voir. complètement folle. Comment tu as réussi à trouver cette voix? Parce que c'est de la création de voix. Qu'est-ce que la création de voix, si on peut expliquer Alors, de la création de voix, c'est quand on n'a pas de version originale et qu'on est la première version. C'est un dessin animé français ou francophone qui... Exactement. Donc, on n'a pas... et donc, les versions après internationales sont faites après à partir de la VF. Et c'est autre chose, en fait, la création de voix, que ce soit justement Marine ou que ce soit même Les Irréductibles, où là, vraiment, on travaille sur feuille. Sur feuille, ça veut dire qu'il y a des croquis et que... Non, c'est-à-dire que le texte... Ah oui, le texte est sur feuille, ouais, sur feuille, et on n'a pas du tout de visuel, en fait. Ouais. On n'a rien. On a juste le texte, et là, on est vraiment libre de créer. Et souvent, on a plusieurs, sauf dans les Sisters, parce que là, c'est quand même, elle est très présente, donc j'ai un personnage, mais souvent, par exemple, dans Les Irréductibles, j'ai plusieurs personnages. Et voilà, et en fait, là, on a carte blanche, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est notre imagination qui travaille, et on se dit, qu'est-ce que je vais faire pour les différencier, quelle voix je vais faire, quelle interprétation je vais faire, pour que qu'on n'ait pas la sensation que ce soit le même personnage. Ouais. Et voilà, donc c'est chouette, et on n'a pas de contrainte de temps non plus. Donc c'est un autre exercice. Comment vous avez trouvé cette voix pour Marine des Sisters, justement? Comment elle s'est construite? Alors, en fait, j'ai vu sa tête, et en fait, c'est l'imagination qui travaille. Et on n'a pas eu d'essai. C'est Dorothée Pousseau qui dirige la série et qui a vraiment fait son cast des voix, que ce soit pour Anaïs, pour moi, Nathalie, Manu. Et voilà, et en fait, on a trouvé ensemble, en fait, chacun le caractère des personnages, ce qu'on allait y mettre, et c'est vraiment un travail d'équipe. Ok. Et là, tu pourrais nous faire une phrase de Marine que tu as en tête, juste pour qu'on voit la différence. Oui, coucou, c'est Marine. Est-ce que tu me reconnais? C'est complètement fou. Mais c'est vrai, c'est fou à quel point tu arrives à moduler ta voix. Mais même que ce soit, tu fais du chant, en fait, tu as une palette hyper large. Là où des comédiens comme Jean-Pierre Michael ont un emploi, on appelle ça un peu dans le doublage, on dit un emploi, c'est lui, il va faire souvent des beaux gosses de 50 ans, type Brad Pitt ou Jude Law. Toi, c'est vrai que c'est quoi ton emploi? Je ne pourrais pas regarder un film sans la voix de Jean-Pierre Michael sur Brad Pitt. Ce serait impossible, je peux pas. Et ça, justement, on parlait des versions françaises et VO. Et je regarde tout en français, en VF. Et quand on m'enlève la voix de... par exemple, si on m'enlevait la voix de Brad Pitt, justement, pour le coup, je trouve qu'on m'enlève, en fait, l'âme du comédien. En fait, pour moi, ça serait plus le comédien. Pourtant, je sais que c'est pas sa vraie voix en original. Mais je peux pas... En fait, j'éteins le film. J'arrive plus à être dans le film, et je pourrais pas, en fait, sans la version française, on m'enlève vraiment une part du comédien. Ouais, comme beaucoup de Français, d'ailleurs. Voilà. Qui sont habitués à regarder des VF et qui aujourd'hui militent pour que ça continue, quoi. Voilà, donc je sais qu'il y a les pro VO et VF. J'aime bien la VO, hein, mais comme je regarde tout en VF, parce que aussi quand je regarde un film, j'ai pas envie, en fait, de m'accrocher aux sous-titres, et je loupe. En fait, pourtant j'ai l'habitude de lire quand même, hein, avec les rythmos, mais quand je lis les sous-titres, je me dis, en fait, il y a des subtilités parfois à l'image que je vais louper, rien qu'un regard ou un truc, parce que souvent il y a parfois des suspens où hop, il pose le regard sur un truc, et on sait qu'après ça va être... Et en fait, tout ça, quand tu es accroché aux sous-titres, tu le loupes, parce que du coup tu es en train de lire en même temps tu regardes l'image, et du coup tu n'es pas vraiment à fond, que dans l'image. Dans l'intrigue totale, ouais. Exactement. Et donc, j'aime bien regarder, rien que pour ça, en fait, la VF, comme ça, je suis à fond dans le film. Je pense à rien d'autre. C'est trop cool. Merci pour tout ça. On segmente toujours l'émission en 3 parties. On commence par parler du présent, de l'actualité de l'invité. Ensuite, on parle du passé, puis du futur. Si là, on se plonge un peu dans ton enfance, justement, tu as commencé le doublage à 6 ans. Tu disais que ta sœur et ton frère sont comédiens. Comment c'est possible que cette famille ait 3 enfants comédiens? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'en sais rien. Je sais pas, c'est vraiment comme mon frère et ma sœur avaient 3 ans et demi d'écart. Donc,
peu d'écart. Donc en fait, ils jouaient au théâtre ensemble. Et voilà. Et après, ils ont tourné. Et la synchro est arrivée, le doublage donc est arrivé après parce qu'ils se sont post-synchronisés sur des films. Et après, on les a rappelés voilà, pour des ambiances d'enfants. Et après, des petits rôles. Et c'est parti comme ça. Et donc voilà, en fait, c'est la vie qui a fait que. Et puis parce que aussi ils aimaient ça, parce que en fait de s'inscrire au théâtre c'est vraiment une demande d'enfant quoi. Et comme la danse ou comme une activité en fait autre que le théâtre. Et donc voilà et ça s'est fait vraiment comme ça. Quoi. Et ça a été après la continuité de ta vie, mais en fait dans ton enfance, adolescence, il n'y a aucun moment où tu t'es dit je vais faire autre chose que de la comédie? En fait, au départ, je savais même pas que je pouvais en faire mon métier. En gros, en fait, je faisais tellement, ça m'amusait tellement. Pour moi, c'était comme si je faisais de la danse, c'est-à-dire je faisais le mercredi, le samedi, et c'était mon activité en fait que j'aimais faire. Donc, je l'ai compris après. Mais en fait, petite, pour moi, c'était ce que j'aimais quoi. C'était mon activité quoi, du mercredi, du samedi que j'aimais faire. Voilà. Ok. Donc c'est drôle quoi. On voit vraiment, on n'a pas du tout la même perception petit. Complètement. Voilà. Et puis moi j'aimais bien même les tournages. En fait c'était aussi une autre ambiance les tournages que le doublage. En fait moi j'aimais bien parce qu'on me maquillait petite. Il y avait les essayages, j'avais les robes. Souvent après tu repars avec des cadeaux et tout. Puis et puis t'es chouchouté sur un plateau de tournage quand t'es enfant. Donc oui tu m'étonnes. Donc moi j'aimais bien. Voilà c'était tout ce côté là aussi. C'est trop intéressant. Et donc, voilà. Quand collège, lycée, souvent se pose la question de l'orientation sur ce que tu vas faire. En fait, je trouve ça toujours intéressant de parler du passé des invités. Ce qu'on a fait avec tous les invités ici, c'est d'essayer de comprendre mais comment ils ont fait pour en arriver là. Et on se rend compte que tous n'étaient pas forcément destinés à faire ces métiers-là, ou justement, parfois, c'était dans le sang depuis le début. Et je pense que ça peut inspirer plein de gens d'entendre le fait que... d'entendre les histoires et se dire j'ai un peu la même histoire et je peux peut-être aussi faire la même chose. Toi, à ces moments-là, au collège, lycée, où tu t'es dit... let's go, je vais continuer à travailler là-dedans. Ça s'est fait assez naturellement? Oui, ça s'est fait naturellement. Il a fallu à un moment quand même que je fasse un choix puisque le planning correspondait plus du coup. Parce que c'est vrai que quand on commence à beaucoup travailler en doublage, c'est du presque tous les jours. Enfin, voilà. Donc à un moment, en fait, la question s'est posée au moment où il y avait des soucis de planning. C'est vraiment là où il a fallu faire un choix et se dire oui, mais en fait le choix s'est très vite fait parce que je travaillais déjà beaucoup, je travaillais déjà beaucoup et en fait les projets je me souviens en fait de 2 tournages que j'ai loupés à cause de l'école justement et ça m'avait marqué. Parce que donc j'avais été choisie, à l'époque c'était Badeline, il y avait 45 jours de tournage. Okay. Et j'étais trop contente, mais tellement contente. Et un autre, je me souviens plus ce que c'était. Mais tu vois, je me souviens encore ce que c'était. Et j'étais petite. Et la directrice à l'époque, donc je travaillais bien, il n'y avait pas de problème là-dessus. Parce que ça c'était la condition de mes parents, c'était si je voulais continuer, il fallait que je travaille bien. À l'école. Et en fait, donc il faut toujours une autorisation en fait, de l'école pour pouvoir, quand tu pars en tournage, parce que ça tombait forcément sur des jours d'école. Et en fait, la directrice à l'époque avait pas voulu donner l'autorisation par rapport... alors c'était une école privée, hein, c'était très... Très stricte. Et elle n'avait pas voulu donner son autorisation par rapport aux autres petites filles qui auraient pu être... qui aient un peu de jalousie ou autre. Et je me souviens, et ça m'avait marqué, parce que du coup, c'était très pressé et j'avais pas pu faire le tournage. Et en fait, à l'époque, je me suis dit, mais en fait, juste pour si jamais les autres petites filles ou de la jalousie, mais moi, en fait, ce que je ressentais, il n'y avait pas de conséquences. Ils s'en foutaient, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça m'a toujours marqué jusqu'à maintenant, parce que je me suis dit quand même, dans l'autre sens, quoi. À aucun moment, en fait, ça a été mis sur le tapis, quoi. À aucun moment. Et donc après, tous ces passages-là. Après j'ai décidé d'arrêter parce que c'était ce que j'aimais en fait et j'avais été super déçue, je me souviens vraiment déçue à l'époque quand j'étais petite d'avoir vraiment raté ces 2 tournages mais pour ça quoi et voilà
T'as l'impression de passer à côté aussi de ta vie à ce moment-là. J'imagine que tu disais mince, les opportunités. Bah ouais, puis pas que ça, parce que c'était aussi une expérience, c'était un tournage en anglais et en français. Ok. Donc c'était aussi et puis c'était un chouette film, Madeleine, et puis j'avais envie de le faire surtout, et puis il y avait pas de raison en fait. Je me dis mais juste pour enfin ouais, c'était quand même incroyable comme raison. J'ai trouvé ça incroyable et voilà et ça m'a toujours marqué. Bah ouais, je comprends. Voilà. T'avais quel âge à ce moment-là? T'étais enfant? J'étais jeune, ouais, j'étais enfant. Je sais pas, je devais avoir peut-être 10 ans, 11 ans, je pense. Ouais, 10, 11 ans. Et et ça m'avait vraiment marqué. À l'époque, en plus, tu dois pas comprendre vraiment pourquoi on te dit non, donc tu dois être un peu frustrée. Bah c'est ça, ouais, c'est ça. Et du coup, je m'en suis toujours souvenue et je me suis dit, bah non, parce qu'il y a un choix, c'est vraiment ça. Ouais, je comprends. Et donc après, t'as fait une école de théâtre ou comment ça s'est enchaîné la suite de ta vie? Comment ça s'est enchaîné moi, j'ai toujours travaillé, tourné. En fait, c'est ça s'est enchaîné comme ça. J'ai toujours, j'ai beaucoup tourné petite. Alors, bientôt, je le mettrai sur Insta, parce que je ne l'ai pas encore mis. En fait, il y a très, sur Internet, moi, j'ai tout à la maison. Il y a très peu, il y a presque rien de marqué. J'ai beaucoup tourné petite. Et en fait, j'ai tout. J'ai toutes les archives, toutes les pubs, les tournages et tout. Donc mais sauf que c'est un gros travail, du coup. de dérocher, Ah bah ouais, et puis de rescanner, parce que j'ai, même en fait avec Colline, j'ai les photos aussi quand elle nous dirigeait. Ok, ouais, en donc fait, les en coulisses plateau, du tournage, les coulisses et tout. Enfin, quand t'avais 6 ans, donc... Et avec Jacques Villeray aussi, Anne Romanoff et tout, enfin, les projets en fait que j'ai plein de tournages. Et donc il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Et voilà, et donc j'ai beaucoup tourné petite et le doublage à côté. Et donc en fait, j'avais déjà en fait cette vie assez, t'avais déjà, assez chargée. Et voilà, et après plus on grandit et plus plus on te confie des gros projets, justement, comme Harry Potter, et autres. Donc c'est vrai que les loupés, de toute façon, je savais que c'était ce que je voulais faire. Donc à choisir, le choix, c'est vite fait. Ok, voilà. Donc naturellement, en fait, ta carrière a continué là-dedans, quoi. Exactement. Ok, ouais, c'est impressionnant. Et c'est quoi, alors, le secret de la longévité, selon toi? Il faut toujours se remettre en question et jamais rester sur ses acquis. Il faut toujours travailler, s'écouter et prendre les critiques, surtout, des directeurs artistiques ou autres, parce que c'est vraiment comme ça qu'on évolue et qu'on se remet en question. On se dit, tiens, ça, il faut que je le travaille plus. Ou voilà, si on nous dit tout le temps, c'est bien, on passe à la suite, c'est pas comme ça qu'on voilà. Et c'est vraiment, il faut vraiment tout le temps se remettre en question et vraiment bien écouter ce qu'on nous dit, ce qui est à travailler, voilà, ou autre. Donc même aujourd'hui, tu continues à te remettre en question? Bien sûr, c'est ce qui est important. Sinon, on reste dans sa musique, et c'est ce qui est pas bon. Donc, bien sûr, il faut toujours se remettre en question, même si on a beaucoup d'années de carrière, c'est pas une raison. D'ailleurs, aux États-Unis, ils sont tout le temps en train de se perfectionner, de reprendre des cours de théâtre, et en fait, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, il faut se remettre dans le bain. Tout le temps, ouais, il faut vraiment faut se remettre en question tout le temps. Et donc là, si tu avais des conseils pour les jeunes comédiens qui se lancent en doublage, tu leur dirais quoi? Des cours de théâtre, c'est vraiment important, la comédie, tourner aussi, parce que c'est important, c'est vraiment une autre approche aussi, le tournage. Et voilà, et se remettre en question tout le temps, ne pas rester sur ses acquis, dans l'évolution, justement. Il faut tout le temps travailler et essayer de faire au mieux. Ouais, c'est ça. Écoute, j'ai une petite surprise pour toi, mais il faut mon téléphone, il faut que je récupère Dorian. Attends, je te montre ça. Hop là. Okay. Tac, on a une petite question pour toi. Bonjour Kéliane. Coucou Kelly. Voilà, j'ai une petite question à te poser. On n'enregistre pas souvent ensemble. Donc j'aurais voulu savoir lequel des deux projets tu as préféré enregistrer avec moi, Harry Potter ou Mamma Mia. Question de ton frère, Tony. C'est dur ça, c'est dur comme question. Alors c'est vrai qu'on est tous les deux justement comédiens, mais on est très peu ensemble sur des projets ou ensemble c'est vrai, en fait. Les gens vous testent pas en même temps, quoi. Non, c'est vrai que ça nous est arrivé rarement.
Et donc sur 2 projets, ouais, Harry Potter et Mamma Mia. Et oui, c'est dommage parce que c'est vrai que ce serait énorme, ouais. C'est chouette d'être ensemble. Et je dirais Mamma Mia parce que Harry Potter, on a eu peu du coup de scènes ensemble, alors que Mamma Mia, on en a eu beaucoup. Et c'était chouette du coup c'était rigolo d'enregistrer ensemble. Comme ouais. ça nous arrive jamais. C'était chouette d'être frères et sœurs au micro. Et tu fais qui dans Mamma Mia? J'ai lu le journal intime de ma mère. J'ai 3 pères possibles, il faut que je sache. Sophie? Ah oui, c'est Sophie, ok. Ouais. Ah Et il génial. fait Sky, du coup. Ouais. Donc, et dans Harry Potter, il fait quoi, Tony, comme rôle? Olivier Dubois. Ok, Olivier Dubois. Donc, c'est quand même fou de travailler en famille. Ouais, donc c'est drôle. C'est chouette. Bah ouais, c'est trop cool. Bon, on va passer à la dernière partie de l'émission, plutôt sur le futur. C'est toujours intéressant, à n'importe quel moment de sa carrière, de se dire, mais où va Kelly maintenant, quoi? C'est quoi ton ambition à 1, 2, 3, 5 ans? C'est quoi tes envies? Alors, je pense que justement, le défi artistique qu'on avait avec Dorothée, c'est vraiment Dub School. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on a envie à un moment, on a fait notre carrière, ça y est, et on a envie de passer aux prochaines générations, vraiment de passer notre savoir, notre expérience et je pense que c'est vraiment ça le défi. J'aimerais bien en fait me retrouver au micro justement avec des élèves de Dub School. C'est ce que j'aimerais. Et se dire d'avoir les étoiles montantes et que justement que dans le futur il y ait des élèves de Dub School qui soient les incontournables en fait. Je pense que ça me ferait énormément plaisir, ouais. Ouais, donc le futur, c'est vraiment dans la transmission. Ouais, dans la transmission, exactement. Et dans tes rôles, est-ce que tu as des trucs que tu as envie de faire ou des choses que tu as envie de tester que tu n'aurais pas encore fait? Est-ce qu'il y a encore des trucs qui existent que tu n'as pas fait? Alors, j'ai été chanceuse parce que on m'a vraiment donné des chouettes actrices quand même à doubler. C'est cool. Donc, que ce soit Florence Pugh, parce que Florence Pugh, je l'aime bien aussi parce qu'elle a vraiment une interprétation différente, je trouve, des autres. Donc, je l'aime bien. Et Jennifer Lawrence, je dirais, dans le futur, j'aimerais continuer à les doubler. Normalement, tu continueras à les doubler si tout se passe bien. On n'est jamais, on peut changer, hein. On n'est jamais sûr, mais j'aimerais bien continuer à les doubler dans le futur. Et c'est vrai et avoir autant de différents en fait, projets. Ce qu'on me donne, c'est vraiment... ça ne se ressemble pas. Donc j'ai vraiment l'opportunité de tout jouer et j'espère que qu'à l'avenir ça va pas se restreindre à que ces personnages-là ou que des intentions. Voilà, et c'est assez chouette parce que il y a vraiment de tout quoi. C'est vraiment. Et même je sais pas dans le jeu vidéo, dans la pub, est-ce qu'il y a des trucs qui que t'adores faire aujourd'hui et que t'as envie de continuer de faire? Alors oui, jeux vidéo. Déjà j'aimerais bien qu'on y donne un peu plus d'importance en fait au doublage français, je vais dire. Souvent les gamers adorent les doublages français. Oui, les gamers, mais pas les... Bien sûr. Pas les autres, le commun des mortels. Les gros, je sais pas comment on appelle ça, mais les éditeurs, on va dire. Ouais. C'est vrai que j'ai un peu arrêté le jeu vidéo à cause de ça. Okay. Parce que en fait, il y a... j'ai pas l'impression qu'on accorde une grande importance comme certains jeux vidéo n'ont pas forcément été doublés, par exemple. Pourquoi? Voilà. Donc c'est un peu l'une des raisons qui me pousse un peu à ralentir au niveau du jeu vidéo parce que je pense que les gamers, oui, jouent en VF, mais peut-être que les éditeurs, justement, pensent qu'ils jouent en VO, que tout le monde joue en VO et que le doublage n'a pas une si grande importance et que les jeux se vendront quand même. Et c'est ce qui me pousse un peu à arrêter le jeu vidéo. Voilà. Ok, ouais, je comprends. Et dans la pub, dans autre chose, que tu as des envies particulières? Ouais, t'adores? La pub, j'adore. Je suis très contente parce que ça fait des années que je fais les pubs Barbie avec Mattel et j'adore.
Ouais, c'est génial, moi aussi j'adore faire de la pub, c'est que... C'est vraiment chouette. Bah ouais, et comme tu disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir des projets tellement différents. Tu vois, moi je fais les voix de l'armée, des voix pour TF1, des voix pour Hermès, et rien ne se ressemble, quoi. Donc, tu peux aller dans n'importe quelle session et ce sera un quotidien différent, c'est ça qui est marrant. Ouais, c'est ce qui est chouette. Et est-ce que tu as des envies de théâtre, de tourner à la caméra? J'imagine que le temps te manque avec le doublage, mais est-ce que dans le futur, c'est une de tes envies, du coup? C'est pas, oui, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais sauf que c'est le temps. Ouais. C'est le temps où justement, par exemple, avec Dub School, c'est un gros travail, donc c'est vrai qu'on n'a plus une minute. Donc c'est vrai que je sais pas où... en fait, il me faudrait des journées de 48 heures, pas des journées de 24 heures. Ça va être compliqué à faire ça. C'est ça. Après, si Dub School roule petit à petit, ça va peut-être vous demander un petit peu moins de temps. Ouais, je sais pas trop. Après, puis il faut que ce soit aussi un projet qui me tente aussi. Ouais, bien sûr. Que ça soit quelque chose qui me tente. Et voilà, après, peut-être dans l'avenir, quand j'aurai un moment. On espère. Voilà. Et écoute, on va terminer l'épisode par la carte blanche, comme d'habitude. Donc l'idée, c'est que tu fasses ce que tu veux au micro, comme on a des invités. Au micro. Au micro, bien sûr. Ok. Donc on ira après, juste là-bas. Merci pour tout ça. Je rappelle de signer la pétition Touche pas à ma VF. C'est important. Contre l'IA, on essaie de résister. Pour tous les métiers de la culture, pas que les comédiens, mais aussi les graphistes, les auteurs, les traducteurs. On essaie de donner de la force. Merci beaucoup, Kelly. À bientôt. Merci d'être venue. À bientôt. Salut, ciao, à bientôt. Merci. Alors je vais terminer l'émission avec cette phrase. Puisse le sort vous être favorable.